l'échelle, je vous ai dit tout à l'heure, du phénomène, du millionnaire, de milliardaire. Ça, on a dépensé 500 euros pour ça. C'est ce qu'on croit aujourd'hui, il faut résumer l'univers. Il me reste 500 euros. Avec les 500 euros qui restent, je dépense 496 euros pour un fuel, pour de l'énergie que j'appelle l'énergie noire et la matière noire. Si je vous dis, je ne sais pas même pas ce que c'est. D'accord? Et je les mets dans cet espace. Il me reste 4 euros. C'est bon? Les 4 euros, je fais des galaxies, des étoiles, des neutrinos, vous et moi et tout avec. D'accord? L'énergie noire et la matière noire, que je ne sais pas encore ce que c'est qu'on essaie de voir, c'est un univers à 2 dimensions. Donc vont. Attends. Elles vont gonfler l'espace. Donc l'espace, c'est un espace à 2 dimensions, d'accord? Ce que vous voyez là-dedans, c'est que si cette dame, elle est là, cette dame, elle est là, même si elles sont statiques, elles ne bougent pas, si je gonfle, elles vont s'éloigner l'une de l'autre. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans notre galaxie. On voit que les espaces, que les galaxies s'éloignent les unes des autres. On voit que le ballon, il y a quelqu'un qui le gonfle. Et de plus en plus vite. C'est cette énergie noire et cette matière noire qui sont dedans. Nous, on est sur cette surface. D'accord? Et on s'éloigne les uns des autres. Bien sûr, vous avez le droit de bouger si quelqu'un vous donne un coup de pied. Si Andromède rentre dans la Voie lactée, pouf, on peut avoir le Soleil, s'il n'est pas désintégré, il peut changer de direction et avoir une énergie cinétique par rapport à un référentiel donné, indépendamment de l'extension de l'espace. Mais comme l'espace, il existe et on ne le voit pas, les choses s'éloignent les unes des autres, on le constate aujourd'hui, sans aucune raison. C'est l'espace qui gonfle lui-même. Ça, c'est un espace à 2 dimensions. Alors, on est parti d'un point très petit, ça augmente, d'accord? Le point très petit au départ, c'est le Big Bang. C'est là où il y a eu l'erreur du vide qui a créé cette anomalie. Peut-être le bon Dieu, si vous préférez, qui a créé cette anomalie. Et puis, cette énergie noire a commencé à gonfler tout ce système. Ça va jusque-là? Alors, l'espace en a, les 4%, les 4 euros d'énergie sont au-dessus, c'est la matière qu'on voit, c'est les colorations qu'on voit. L'énergie noire et la matière noire, on ne sait pas ce que c'est. Et le temps, maintenant, qu'est-ce que c'est? Alors, ce ballon, je peux prendre un peu. Ça existe. En fait, le temps, ce n'est pas une grandeur par elle-même, ce n'est pas quelque chose que je peux utiliser en lui-même, c'est juste un état de la matière. C'est l'état de l'espace, pas de la matière, de l'espace. Vous comprenez? Ça veut dire, si j'ai les moyens de dégonfler, le ballon va changer de forme. Il revient dans le passé. Ce qui veut dire que quand le ballon se gonfle, ce qu'il y a à l'intérieur du ballon, c'est du passé. Nous, on est ici. Ce qu'il y a tout à l'intérieur, c'est du passé. Là, ça n'existe pas encore. On attend que l'espace le remplisse pour qu'on l'envoie. Et nous, on vit uniquement sur cette surface. Donc, en gros, le temps, c'est juste l'état de l'espace. D'accord? Si vous prenez l'eau dans une bassine ou dans une piscine, vous pouvez créer des vagues. Alors, vous avez l'eau monte et descend. C'est ça une vague. D'accord? Vous pouvez l'appeler une onde ou une vague. Alors, l'eau elle-même est la matière, elle existe. Vous allez prendre une goutte. Mais l'état de l'eau qui est la vague, c'est juste un état de l'eau. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez prendre et mettre en boîte. C'est exactement le temps. Donc, le temps est l'état de l'espace. Et on est composé, il y a un problème qui nous empêche d'aller en arrière dans le temps. Il y a un problème qui va nous empêcher d'aller dans le futur lointain parce que l'énergie noire est toujours là, elle va plus vite que nous. Pour revenir dans le passé, c'est un principe qui s'appelle, je vais m'arrêter là, qui s'appelle le second principe de la thermodynamique, qui vous dit que pour toute partie de matière que vous avez, donc je vais prendre une pincée de sel, vous allez prendre une pincée de sel, vous avez des grains de sel, on va dire 1000 grains de sel entre les deux doigts. Si vous voulez les remettre dans le passé, leur configuration spatiale doit être exactement la même. Or, le nombre d'états possibles, donc vous allez essayer de revenir en arrière, est quasi infini. Vous allez passer énormément d'essais avant de revenir en arrière, d'accord? Donc en gros, il est très très difficile, puisqu'on a plusieurs
de revenir à la même forme après parce qu'il y a des milliards de films de façon possible. Mais cependant, on peut essayer de jouer localement. L'univers est très énorme. On peut se dire, je suis juste à Genève ici. Je vais juste essayer de pousser ici avec une petite allumette, retourner juste quelques milliers d'années en arrière pour des particules élémentaires, pour un électron, pour un proton. Ça, c'est des expériences de physique qui se font, qui montrent aujourd'hui que finalement, c'est possible pour faire confondre le futur et le passé d'une particule. D'ailleurs, le futur et le passé d'une particule, le temps lui-même, le Feynman, avant qu'il meure, il a déjà fait une conférence en 84 pour expliquer ce que c'est que l'électron positif et l'électron négatif, le positon ou l'électron, c'est un peu technique si vous voulez. Il a expliqué que les deux, en fait, voient ce que vous appelez le temps ou la forme de l'espace se déformer d'une manière opposée. Donc, en gros, l'espace, c'est juste l'état, le temps, c'est juste l'état de l'espace. Je vous ai tous perdu, c'est bon? Je m'arrête là. Merci. Absolument d'accord avec vous. En fait, on peut se contenter de ce qu'on sait pour vivre de manière, parce qu'en fait, là, on est quand même une espèce qui a évolué de sorte qu'on peut se contenter de ce qu'on a. Si on décide de vivre heureux, on peut vivre heureux de ce qu'on a. Ce que je voulais dire, c'est par rapport à la quantité d'informations qu'on doit avoir. Tout ce qu'on a comme information ne concerne que 4% grand maximum de ce qui existe. Donc, pour quelqu'un de curieux, qui veut vraiment savoir, quitte à s'emmerder ou à s'embêter dans la vie, quitte parce que tu veux bien jouer une partie d'échecs contre Dieu s'il existe, donc quitte à s'emmerder, donc vous cherchez c'est quoi ces 96% qui reste. Je cherche juste à motiver par mes phrases. Le but de la curiosité n'est pas interdit d'aller au fin fond, essayer de chercher, et sachant qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, il y a des retombées énormes sur le confort de notre espèce. Donc je n'ai pas parlé de médecine, d'électronique, d'informatique. Je vous ai dit, je n'en sais pas ce que c'est que la charge électrique, mais aujourd'hui vous avez votre smartphone, vous pouvez parler avec votre copain aux États-Unis en 2 secondes, en sortant là-bas et gratuitement par dessus. Justement, la recherche, peut-être qu'elle n'est pas locale, mais elle est globale. On doit tenter de se rapprocher du bon Dieu et d'essayer de trouver une théorie qui va unifier voilà, la physique. On essaie de trouver une théorie qui va unifier, mais en fait, en physique, surtout la dimensionnalité rapprochée, ça peut être s'éloigner aussi, c'est équivalent. Bon, je veux dire, moi, je n'essaie pas forcément de m'approcher du bon Dieu, de temps en temps, j'essaie de m'éloigner le plus possible. Ce qui n'est absolument pas utile. Mais il y a des jours comme ça. Donc, en gros, c'est la relativité dans la science. Pourquoi je dois croire à un bon Dieu? Ça dépend de mon humeur, ça dépend des gens qui sont autour. Pourquoi je dois croire à des choses qui m'ont été dites? Je pense que c'est pas ça que je voulais dire. D'accord. Quand je voulais dire se rapprocher du bon Dieu, c'est-à-dire comprendre la physique. Par exemple, on a la théorie de la relativité générale, la gravitation, on a tout ça. On essaie d'unifier tout ça pour. Exactement. En fait, je vous ai dit tout à l'heure, la science elle-même, depuis le départ, quand on a commencé
commencé, quand j'ai vu cet échiquier, on a commencé cet échiquier, je ne sais pas d'où il vient, j'ai supposé qu'il y a un bon Dieu qui l'a créé, je ne sais même pas ce que c'est que le bon Dieu. Le mot Dieu, vous croyez qu'il est tombé des étoiles? C'est les humains qui l'ont créé avec leur connectique neuronale. Donc en gros, tout ce qu'il y a autour, voilà. Donc je vous donne mon point de vue, j'ai rien contre les religions, j'ai rien contre les croyances, parce qu'elles apportent sûrement un confort mental pour les personnes, et c'est bien d'admettre ses faiblesses. Tout le monde a ses faiblesses, donc ne serait-ce que devant la mort, ou devant la maladie, ou devant plein de choses. D'accord? Et ça peut être réconfortant, mais il n'est pas interdit de se dire, de se donner des contraintes. Je vais être puni si j'essaie de faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc aujourd'hui, je parle pour l'audience qui, par exemple, qui sont peut-être en lien avec l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays qui est rentré dans l'obscurantisme. Tout le monde, tout est interdit. Cette année, on enlève la théorie d'évolution des manuels scolaires, on enlève des choses. Donc, ça, c'est une manière de s'approcher du bon Dieu, mais je vais m'éloigner le plus possible. C'est ma réaction directe. Donc, je précise la question parce que ma question, c'est dans rien avec la religion. J'ai cru que vous avez posé la question par rapport à ça. Où on en est dans la connaissance théorique de la physique. La connaissance théorique de la physique. Alors, pour être précis, excusez-moi, je vais diverger sur l'Algérie parce que ça me tient à cœur. C'est là où il y a la Kabylie. Pour revenir, je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des théories. Donc, le cerveau humain est tellement fertile qu'il y a plusieurs théories possibles. Par exemple, la théorie des trous de verre qui connectent des univers. Il y a plusieurs univers. On vit dans un multivers. Il y a des théories qui vous disent que ce qui s'appelle la supersymétrie. Pour chaque particule, vous connaissez une particule que vous ne voyez pas, qui est son fusil symétrique, etc. Il y a la théorie des cordes qui vous dit finalement au départ, c'est une petite corde. Et toutes les particules que vous voyez, c'est selon comment vous jouez, ou c'est une corde de guitare, comment vous l'excitez, d'accord? Tout ça reste des théories. Ce qui veut dire qu'elles sont viables mathématiquement, mais elles n'ont probablement rien à voir avec la réalité. Donc la réalité, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce que je mesure dans un laboratoire. Une théorie reste théorie jusqu'à ce que je la confirme expérimentalement. Donc je ne peux pas vous dire, je peux émettre une théorie tout de suite qui est invérifiable. Je peux mettre une théorie pour vous dire, Dieu est assis au 7e ciel, et le 7e ciel c'est le 7e univers, les univers sont connectés par des trous de verre, et le 7e ciel où il y a le bon Dieu, c'est connecté direct à la Mecque, à la Kaaba, et s'il tombe direct sur la Mecque. La Mecque est le centre de tout l'univers. Comment voulez-vous vérifier ce type de théorie? Expérimentalement. Donc là, je reste sur cette planète, je reste sur les choses qui ont une finalité. Je sais que tout ce qu'il y a sur cette planète ne serait-ce que parler de la mort. Si je parle de la mort de quelqu'un, je ne vais pas parler, je ne vais pas considérer ça comme fatal. Je vais me blâmer moi-même, c'est mon incapacité de le réparer. Aujourd'hui en France, depuis la deuxième guerre jusqu'à aujourd'hui, on a augmenté la durée de vie moyenne des personnes de 22 ans. D'ici 2030, les Français vont vivre un siècle sans problème. Et ce n'est pas le bon Dieu qui l'a décidé, c'est des recherches scientifiques. Je ne suis pas contre le bon Dieu, mais il est contraint d'accepter ça. Vous comprenez? Parce qu'il a créé des anges qui jouent à des règles qu'on a comprises. Ça s'appelle faire les. Si le bon Dieu existe, c'est un peu comme une partie de poker, il doit accepter de perdre de temps. Dans ces règles que vous avez comprises, quand vous appelez ça prédiction, c'est pas prédiction là-dedans. En fait, vous les avez compris, c'est un constat. On les a compris, mais on peut faire des prédictions. Parce que je vous dis par exemple qu'il y a une éruption solaire qui va se produire, c'est officiel, par exemple entre le 3 et le 10 octobre, elle va se produire, même si le bon Dieu décide qu'elle ne se produira pas. En fait, les prédictions, c'est dans le sens de. Dans le futur. Voilà ce qui va se passer. Oui. Et ça, tout ça, vous allez me dire parce que le bon Dieu a décidé de ne pas changer d'avis. Et ça, c'est son problème. C'est pour revenir justement à ce qu'on appelle théorie, et j'essaie un petit peu de faire dire les choses là-dessus. Ce qu'on appelle théorie, c'est ce qu'on peut reproduire au laboratoire. C'est ça. Non. Une théorie, vous pouvez écrire des livres et des livres, ça s'appelle des théories. Pour moi, par exemple, je prends les livres, voilà. Une théorie, c'est un scénario possible, exactement, mathématiquement viable. Tant qu'il n'est pas validé par l'expérience, Mais la perception de
Xavier observe que c'est une astuce mathématique d'Einstein pour expliquer la gravitation. Or que l'espace, maintenant, on sait qu'il existe pour de vrai. Einstein l'avait écrit, il l'avait écrit comme astuce mathématique. Il écrit en allemand. Il a lu chez Poincaré. Il a lui-même écrit, j'utilise cette astuce pour expliquer ça d'une manière pratique. Deux questions. La première question, donc, je vais revenir sur la notion de la masse. Donc, si j'ai bien compris, la masse, donc, c'est une impression de liberté ou c'est une question de fluidité? C'est une question, c'est relié, d'accord? Donc, en fait, ça ne dépend pas que, une impression de liberté dépend que de toi. Une fluidité dépend de toi et du reste. Donc, c'est plutôt fluidité, d'accord? Puisqu'on avait dit que le vide dans l'espace lui-même existe. Donc, vous êtes deux. Toi, la quantité d'énergie qui rentre et le vide qui est là. Donc, selon la manière dont tu vois ce vide, il va t'opposer, il va réduire ta fluidité ou il va plutôt te laisser partir. L'espace qu'on a actuellement, c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre encore, c'est que pourquoi, pour certaines particules, et pourtant c'est des particules comme les particules de lumière, il les laisse voyager sans qu'il leur montre qu'ils se déforment. Ce qui veut dire que si vous voyagez à la vitesse de la lumière, le temps n'existe pas pour vous. Il ne compte pas. Vous avez la spontanéité de tous les événements, donc c'est la relativité restreinte même, c'est même pas la relativité générale. Donc le temps n'existe pas pour la lumière, ou pour n'importe quel objet qui peut aller à la vitesse de la lumière, sauf si vous avez cette contrainte qui s'appelle la masse. Si vous avez la masse, on va vous dire attention, vous allez déformer l'espace, va vous voir. Mais si vous n'avez pas la masse, vous ne voyez pas les déformations de l'espace. Donc pour ce type de particules comme la lumière, et pourtant c'est des particules, on peut les compter une par une, l'espace ne veut rien dire. La deuxième question. Encore moins le temps. La deuxième question, actuellement, pour expliquer la cohésion de l'espace, on parle de 4 interactions fondamentales, on essaie de voir un petit peu ce qu'on appelle aussi le modèle standard, c'est-à-dire les interactions gravitationnelles qui concernent les planètes, l'interaction électrique entre des particules chargées, et pour expliquer la cohésion du noyau, donc le noyau qui est essentiellement constitué de protons positifs et de neutrons négatifs, comment se fait-il que ces charges électriques positives tiennent entre elles alors qu'elles devraient se repousser et les noyaux se désintégrer? Je me suis mal expliqué tout à l'heure, je l'ai expliqué, mais je l'ai mal fait. Donc on a introduit l'interaction forte, et puis après pour expliquer la désintégration, la radioactivité, je vais vous dire l'interaction faible. Je vais vous dire, en 1987, vous pouvez peut-être, excusez-moi, je vous dirai tout à l'heure. Vous pouvez lire des articles, par exemple, il y a une particule qui s'appelle exotique 1-, 1- plus, 1- plus. Elle s'appelle le Magic 1- plus, qui était le sujet de ma thèse. C'était déjà en 1987. Vous pouvez comprendre que l'interaction des deux protons à l'intérieur de l'atome d'hélium, puisque j'ai deux protons et deux neutrons, est due aux quarks qui ont la couleur à l'intérieur. Et ces quarks-là, la couleur, qui est une charge comme la masse, comme la charge électrique, est 10 puissance 24 fois plus puissante que la charge électrique. Donc la charge électrique essaie de les repousser, mais celle-ci est 10 puissance fois 24 plus. La couleur existe vraiment. C'est pour ça qu'on a l'électrodynamique quantique par rapport à la charge électrique et la chromodynamique quantique par rapport à la couleur. D'ailleurs, quand on a vu les quarks se mettre comme ça pour faire des protons, et on s'est dit que les deux quarks, quand ils s'attirent entre eux, s'ils changent une particule, un peu comme si j'ai deux électrons qui se repoussent, ils ont un photon qui change, une onde électromagnétique. Là, on a une onde de couleur qui s'appelle le gluon. La question qui se posait en 85, quand j'ai fait ma thèse, est-ce que, théoriquement, tu peux nous faire une particule qui est faite qu'avec des gluons? On sait que les photons n'interagissent pas entre eux, ne se collent pas. Mais les chewing-gums se collent entre eux. C'est dit, l'univers a pu la faire, mais il ne l'a pas fait. Est-ce qu'on peut la faire en laboratoire? Avec les expériences Canadus, qui s'appellent GAPS, on l'a fait en 1987. On a fait un état de matière pour montrer qu'on a compris exactement pourquoi les neutrons se lient à cette énergie-là. On a fait un état de matière que l'univers a pu faire et qu'il n'a pas fait. Et donc là, c'est scolaire maintenant. C'est au niveau M1, pardon.
elles-mêmes n'existent pas. Pour parler d'énergie, il faut toujours un véhicule. D'accord? Il faut toujours qu'il y ait une particule élémentaire qui porte ça. Un photon, un électron, un proton. D'accord? Alors, maintenant, pour parler encore plus d'énergie, on va revenir à la température. C'est toujours une histoire de température. Entre température et énergie, il y a toujours une constante près. Quand on veut parler de température, ça devient un peu compliqué. C'est, en quelque sorte, si je prends juste une seule particule élémentaire, qu'il n'y a pas, il n'y a personne qui la regarde, c'est-à-dire elle bouge, elle danse devant un aveugle, je ne peux pas définir ce que c'est que la température. D'accord? Donc il faut qu'on soit deux, au moins, pour définir ce que c'est que la température. À ce moment-là, je la regarde, on est dans un espace, je vois sa position changer par rapport à la mienne dans ce qu'on va appeler l'espace, on dit tout à l'heure que ça existe, et je dis que selon la vitesse de changement de sa position par rapport à moi, je définis sa température. C'est la définition elle-même de cette température. D'accord? De la température. Donc il faut qu'il y ait au moins deux choses qui sont ici. Maintenant, quand j'ai deux choses qui sont ici, je vais généraliser simplement pour dire, allez, je vais mettre plusieurs choses. D'accord? Et si elle bouge pour une raison que je ne sais pas, elle peut toucher quelque chose d'autre et le faire bouger. D'accord? Donc je vais dire que elle bouge, elle a une certaine température, une certaine énergie, qu'elle a communiquée par collision, et cette énergie, je vais l'appeler énergie cinétique qui est par là. Si je suis dans un espace où il y a des hauteurs hautes, je vois que si je monte, le champ gravitationnel la fait attirer vers le bas, puisque la planète est plus haute. Je dis, plus elle monte, quand elle tombe, plus c'est le cogne sur quelque chose, elle va donner de l'énergie. Je donne un autre nom à celle-ci, je vais l'appeler l'énergie potentielle. Mais j'ai toujours un véhicule pour ça. Pareil pour l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'en fait, l'énergie nucléaire, ce n'est pas uniquement une collision qui est due à une attraction électrique ou à une répulsion électrique entre deux particules qui vont aller se cogner, parce qu'on a parlé tout à l'heure d'énergie potentielle, d'énergie cinétique. On peut même faire un peu plus de précision, énergie vibrationnelle, je touche sur quelque chose qui est déjà pris dans une toile d'araignée, je vais le faire vibrer. Énergie rotationnelle, je donne un coup de pied, je touche quelqu'un un peu en le frottant, il va tourner. Donc tout ça, c'est des termes techniques pour simplifier certains exercices ou certaines applications de physique. Mais quand tu rentres dans la physique nucléaire, il y a une complication qui est très difficile à expliquer, parce qu'il est lié à l'espace et à la masse elle-même. Et c'est lié à une fameuse formule c'est Einstein qui l'a écrit, c'est E égale mc carré que tout le monde connaît. Donc Einstein nous dit que finalement la masse, la manière dont vous voyez le vide, d'accord, vous pouvez la grossir ou vous pouvez l'alléger. On sait l'alléger, on ne sait pas tellement la grossir, mais c'est possible, d'accord? L'alléger, ça veut dire que vous perdez un peu de votre masse, et la manière, cette masse que vous allez perdre, vous allez la communiquer comme énergie cinétique à vos voisins, tout ce qu'il y a autour. C'est l'énergie nucléaire, c'est ce qu'on utilise pour chauffer de l'eau. Quand je vais casser des atomes d'uranium, on a des molécules d'eau autour qui vont recevoir des sacrés coups de pied et vont s'évaporer. Donc on crée une vapeur à haute pression, donc les molécules qui bougent très vite, c'est la vapeur à haute pression, on fait tourner des turbines, etc. C'est unique. Donc avec eux, il y a une carré qui est très 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 difficile à expliquer, d'une manière simple, puisque ça a à voir avec l'espace, comment vous sentez l'espace, comment la particule décide elle-même de céder de son corps au lieu de prendre de l'espace, elle ne sait pas comment vous faites d'espace pour lui faire ça. Donc on rentre dans une légère complication d'explication simpliste. D'accord? Mais cependant, le mot énergie lui-même, il faut un véhicule, il faut un observateur, et cet observateur, je regarde un objet et je vais voir comment il communique avec les autres